à revenir à ce format en virtuel, même si je crois qu'on est tous impatients d'avoir des échanges de vive voix, surtout qu'on avait prévu quand même une petite réception à la fin de ce sommet. Donc, on va se mettre dans la tête qu'on aura une réception virtuelle à la fin. Quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas encore. Climate Change, c'est une association qui a maintenant plusieurs années d'existence, puisque nous avons été créés dans la dynamique de la COP 21, avec un grand sommet organisé à Lyon avec Bernard Soulages, Climat et Territoire, et un premier Climate Change organisé l'année suivante, un an. Depuis, nous nous sommes déployés avec beaucoup de sommets en Afrique, et puis nous avons dans nos nombreuses actions, notre objectif étant de fédérer la totalité des acteurs non étatiques dans leur diversité pour créer de la dynamique, pour renforcer l'action, pour échanger sur les meilleures pratiques, pour mettre sur la table des propositions. Et dans les actions développées par Climate Change depuis maintenant 5 ans, il y a cet observatoire de l'action climatique mondiale, un observatoire, comme je le dis chaque fois, qui est un peu un observatoire Saint Thomas du climat qui ne croit que ce qu'il voit. C'est-à-dire que nous le savons, nous avons tous les ans un certain nombre de rapports qui nourrissent, y compris les travaux de la COP, et nous étions bien sûr à Glasgow, mais beaucoup de ces analyses partent surtout des engagements des États. On en a beaucoup parlé à Glasgow sur le fait de savoir si nous pouvions tenir une trajectoire de stabilisation du climat. Le rapport Climate Change, dont c'est la 4e édition, a lui la particularité de ne s'intéresser qu'à l'action réalisée, mesurée, et c'est un méta-rapport, c'est-à-dire que nous partons de l'ensemble des rapports qui existent déjà pour en faire une synthèse, pour en tirer un certain nombre d'enseignements que nous allons vous présenter aujourd'hui. Le résumé pour décideurs de ce rapport a déjà été présenté à Glasgow, mais c'est seulement aujourd'hui que nous mettons en ligne la totalité du rapport, les 214 pages du rapport avec les bilans sectoriels, mobilité, énergie, tout ce qui fait la force de ce rapport, qui n'est pas juste de tailler finalement, de dessiner à grande maille, à grands traits les tendances, mais bien de rentrer dans le détail de l'action des uns et des autres. Et donc, le résumé pour décideurs, lui, avait été présenté à Glasgow. Je trouve intéressant de repartir de ce que nous avons dit à Glasgow, parce que finalement, ça illustre ce qui s'est passé à Glasgow, y compris dans les dernières minutes. Et Stéphane Couza, que je salue, l'ambassadeur climat de la France, en a été particulièrement le témoin. Ce qui s'est passé à Glasgow dans les dernières minutes, finalement, correspond assez à ce que nous avions analysé dès le début de la semaine, et puis dans le travail qui avait été fait par Antoine et Samuel, c'est-à-dire de dire finalement le rebond des émissions de CO2 en 2021, après la baisse liée à la crise du Covid en 2020, dessine un monde qui n'est pas un monde homogène, avec clairement aujourd'hui des pays anciennement industrialisés qui voient leurs émissions baisser structurellement. Les émissions de 2021 sont à un niveau plus faible qu'en 2019, même si on part encore de très haut, notamment aux États-Unis, mais en Europe, il y a une baisse maintenant très régulière. Et à l'inverse, chez les grands émergents asiatiques, et en premier lieu, évidemment la Chine, mais aussi l'Inde, on voit une montée constante des émissions. Et quand on pense effectivement à l'intervention de l'Inde en fin de COP pour changer le texte, pour dire qu'il n'était pas possible de mettre dans le texte aujourd'hui la sortie du charbon, mais simplement sa réduction, ça correspond globalement à l'analyse que nous avons mis sur la table, sur cette vision un peu géopolitique des émissions mondiales aujourd'hui. Mais notre sentiment après Glasgow, c'est le thème cet après-midi, après les déceptions de la COP26, quelle priorité immédiate pour remobiliser les acteurs non étatiques? Notre sentiment est que nous n'avons pas le choix, c'est-à-dire qu'il faut démontrer sur le terrain, par les actions concrètes, que nous sommes en capacité collectivement de réduire les émissions, que plus l'Europe ira rapidement sur sa réduction d'émissions, plus elle sera en situation à l'échelle internationale d'entraîner les autres, ou même de créer des modes plus coercitifs, notamment par la régulation économique, pour amener les autres grands émetteurs à une réduction, et que ce renforcement de l'action sur le terrain, il est évidemment analysé, illustré à travers le rapport. J'en prends pour conclure que 2 exemples de ce que vous trouverez dans le rapport. D'abord, des résultats très intéressants des collectivités territoriales européennes engagées dans le pacte des mers. Un seul chiffre, de 2003 à 2018, ces collectivités qui représentent 16% de la population
européennes ces collectivités ont permis une réduction de 28% des émissions européennes, donc beaucoup plus que ce qu'elles représentent au départ, ce qui veut dire qu'elles ont un impact quantitatif aujourd'hui sur les résultats de l'Union européenne et que le nouvel objectif européen, moins 55% en 2030, ne pourra pas être tenu sans un engagement très fort de ces collectivités. Ça, vous le trouverez dans le rapport. Et vous trouverez aussi dans le rapport cette montée en puissance de l'ensemble des acteurs, y compris les plus grandes entreprises et multinationales, internationales, sur l'énergie. Et un des grands facteurs d'espoir quand même, c'est cette montée en puissance des énergies renouvelables qui sont aujourd'hui moins chères que les énergies fossiles, notamment dans la production électrique. Mais je ne vais pas plus loin dans la présentation du rapport parce que ça n'est pas mon travail. C'est le travail d'Antoine Gillot en tant que coordinateur de l'Observatoire avec Samuel Laval qui est chargé de recherche. À eux deux, ils sont responsables d'une bonne part de la production de ce rapport, ce qui fait aussi que, en plus d'être un des rapports les plus précis chaque année sur l'état de l'action, c'est aussi certainement un des rapports qui mobilise une production, une efficacité des moyens humains assez considérable, et je les remercie encore. Et je laisse donc Antoine présenter les principaux enseignements transversaux de ce rapport 2021, sachant que sur les enseignements par secteur, vous les retrouverez évidemment sur le site en anglais et en français, comme tous les ans. Merci Ronan, bonjour à tous, bienvenue, ravi de vous accueillir à nouveau pour cette présentation du bilan. On est ravi de vous avoir avec nous et de pouvoir en discuter aussi avec tous nos panélistes. Donc, pour commencer, je vais rappeler brièvement la nature de cette publication. J'espère que vous voyez désormais tous mon écran. Je passe sur, évidemment, nous saluons nos partenaires. Le bilan mondial de l'action climat par secteur, c'est une publication qui connaît aujourd'hui sa 4e édition. C'est une publication qui est unique en son genre dans l'environnement de la production intellectuelle sur l'action climat, j'entends, dans la mesure où nous proposons dans une publication à la fois synthétique et qui se veut aussi capable de rentrer dans le fond des analyses, nous essayons de présenter les actions qui sont réalisées plutôt que de nous concentrer sur les engagements et les promesses, afin de construire un narratif analytique qui permette de comprendre quelles sont les actions portées par les collectivités locales, les entreprises et les acteurs de la société civile qui sous-tendent l'évolution des émissions à travers notamment 6 secteurs sur lesquels nous nous appuyons: l'énergie, le transport, le bâtiment, l'industrie, le secteur de la gestion des déchets et puis l'usage des sols. Donc ça, c'est pour la publication dans sa globalité. Vous avez donc un résumé pour décideurs et la publication complète que nous présentons aujourd'hui. Et je vous invite donc à prendre connaissance également des nouveautés de cette édition 2021. C'est un rapport qui a beaucoup évolué depuis sa naissance. Il fait peau neuve cette année avec un certain nombre de nouveaux formats que l'on inclut dans cette publication et que je laisse mon collègue Samuel Laval vous présenter. Bonjour à tous, merci Antoine. Donc effectivement, un bilan organisé cette année en plusieurs rubriques donc, que je vais vous présenter brièvement maintenant. Alors tout d'abord, les indicateurs. Au début de chaque secteur, vous trouvez une double page d'indicateurs qui permettent de dresser un tableau un peu des émissions, des actions de l'année 2020-2021 sur le secteur en particulier. Donc là, vous pouvez voir l'exemple pour l'énergie. Ensuite, on rentre dans vraiment le cœur de l'analyse, dans ce qu'on appelle les tendances, qui sont au nombre de 2 à 5 par secteur et qui permettent de vraiment parler des tendances principales en termes d'action climat et d'évolution des émissions sur chaque secteur. Ces tendances, au total, elles ont rassemblé plus de 1000 sources. Et elles ont été écrites à la fois par l'équipe de l'Observatoire, mais aussi par des partenaires externes et des experts externes qu'on a sollicités pour l'occasion. Donc, elles sont organisées en 2 parties, avec un panorama des données qui permet de saisir l'ensemble du sous-secteur en général, et ensuite l'œil de l'Observatoire, qui permet de vraiment faire le focus sur ce qui nous a semblé être très important pour expliquer l'évolution des émissions, que ce soit sur une région, sur des types d'acteurs, sur des types d'actions. Donc là, vous voyez par exemple la tendance consacrée
au transport routier avec un focus sur le marché des véhicules électriques en Europe. Ensuite, les signaux, c'est une sorte de revue de presse qui permet d'identifier un peu des événements, des initiatives, des transformations qui ne peuvent pas encore être qualifiées de tendances, mais qui peuvent préfigurer les tendances de demain et donc qui sont à surveiller. Et enfin, chaque secteur se termine par des cas d'études qui, là aussi, permettent de faire le focus sur une initiative portée par un acteur ou plusieurs acteurs, publics, privés. Et donc là encore, avec des exemples qui viennent de tous les continents, plus de 16 pays, pour voilà, essayer de comprendre les leviers et les freins de l'action climat en 2020-2021. Antoine, je te laisse la parole. Merci Samuel. Donc vous l'aurez compris, c'est une publication dense, mais qui a été remodelée pour vous permettre de rentrer plus précisément dans les sujets qui vous intéressent. Donc n'hésitez pas évidemment à consulter la publication en ligne, elle est interactive, on y navigue très bien. Et j'espère que vous serez en mesure de trouver les sujets qui vous intéressent. Alors, pour résumer cette densité de sujets et de secteurs que l'on aborde à l'intérieur de cette publication, on s'est efforcé à un exercice que nous avons présenté à l'occasion de la COP avec 10 grands enseignements qui sont rassemblés au sein du résumé décideur et qui doivent permettre de comprendre quelles sont les tendances et les dynamiques transversales à chacun de ces secteurs afin de donner une image fidèle de comment l'action climat a pu évoluer du point de vue des acteurs non étatiques entre 2020 et 2021. Le premier enseignement, Ronan l'a dit, on ne va pas forcément s'épancher dessus plus longtemps, c'est que l'évolution des émissions globales de ces dernières années, à savoir une baisse brutale en 2020 et un rebond des émissions quasiment au niveau pré-pandémique en 2021, masque des disparités régionales qui s'observent à travers la rupture réalisée en 2020 avec les tendances d'émissions précédentes. En Europe, aux États-Unis, au Japon et en Corée du Sud, les émissions avaient une tendance à la baisse structurelle depuis 2015, voire depuis plus longtemps encore. Dans ces régions-là, le choc de la pandémie a été beaucoup plus important et le rebond des émissions beaucoup plus modéré en 2021. À l'inverse, dans les grands émergents asiatiques, mais également la Russie, la Turquie ou encore l'Australie, qui fait figure un petit peu de pays industrialisés à part dans ce groupe-là, on observe un impact modéré de la pandémie sur les émissions, un peu plus modéré, et voire un impact qui n'est pas parvenu à réduire les émissions dans le cadre de la Chine, et puis des émissions qui, en 2021, s'apprêtent à dépasser leur niveau d'avant 2020. Et puis enfin, on a un troisième groupe de pays, à savoir l'Afrique et le Moyen-Orient, qui ont connu de leur côté un impact assez important de la pandémie sur leurs émissions, en raison notamment du fait que les énergies fossiles, dont ils sont extrêmement dépendants économiquement, ont été les premiers tampons de la réduction des activités. Et puis, les émissions peinent à redémarrer, contrastant avec la trajectoire galopante des années précédentes, en raison notamment de la croissance économique et démographique de ces régions. Il est important donc de tracer une ligne à l'intérieur de ces groupes de pays. Voilà, c'est bon. Cette frontière, elle est souvent représentée par le charbon et l'exemple de la Chine l'illustre assez bien. La Chine souffle le chaud et le froid sur le marché énergétique en étant à la fois à l'origine de près de la moitié des nouvelles capacités de production d'électricité d'origine renouvelable dans le monde, mais également en étant à l'origine de 80% des nouvelles centrales à charbon. Cette dépendance au charbon et aux énergies fossiles en général est véritablement la ligne de frontière, la ligne de démarcation entre les différents blocs et leurs dynamiques historiques et futures. On a pu donc observer ce qu'on appelle une accumulation ces dernières années, plutôt qu'une transition, en tout cas au niveau global. Une accumulation des modes de consommation et de production renouvelables et fossiles qui se sont traduits ponctuellement par des transitions régionales et sectorielles. C'est le cas par exemple de l'évolution du marché des voitures électriques en Europe et en Chine, également le boom de l'énergie solaire au Vietnam l'an passé, très intéressant, auquel on a dédié un cas d'étude au sein du rapport. Et puis ici et là, voilà, on peut observer les signes avant-coureurs ou parfois très bien engagés de transition qui font basculer les marchés vers des modes de consommation et de production bas carbone. Cependant, même à l'intérieur de cette transition, on continue à observer certaines formes de contradiction. Le marché de l'automobile électrique est assez pertinent et percutant à cet égard. On peut observer par exemple qu'aujourd'hui, une voiture sur 10 vendue en Europe est une voiture électrique.
Mais au niveau mondial, les 2/3 des modèles électriques les plus vendus au monde sont des SUV ou des berlines, dont le poids est bien supérieur à la moyenne des marchés, y compris américains, pourtant déjà habitués à des véhicules et un parc automobile très lourd, et donc bien souvent beaucoup plus énergivore. Cet état de fait nous amène à considérer qu'il y a comme une forme de désynchronisation entre l'électrification des usages et la décarbonation des mix électriques. Ça signifie qu'un certain nombre de secteurs sont en train donc de connaître une transition qui leur permet d'améliorer leur efficacité énergétique, de s'électrifier, mais qu'aujourd'hui, l'électrification du mix électrique ne permet que de compenser l'augmentation de ces usages. C'est-à-dire que les énergies renouvelables restent en progression constante, gagnent du terrain sur les énergies fossiles, mais que si on regarde les valeurs en termes absolus, nous sommes dans une accumulation de la consommation des deux, dont dépend finalement l'efficacité de ce mouvement d'électrification au regard du climat. Ainsi, on a pu voir que les constructeurs automobiles européens avaient enregistré des résultats très intéressants du point de vue de leurs émissions en 2021, on a pu voir que l'électrification progresse dans le rail, dans le bâtiment, mais que tant que le mix électrique sera dominé par des énergies fossiles, on peinera encore à voir des résultats concrets sur les émissions au niveau mondial. Cette désynchronisation, on a pu l'observer effectivement donc, dans un certain nombre de cas et d'études générales. On vous invite également au sein du rapport à aller voir les cas d'études précis sur des politiques publiques, des initiatives d'entreprise, des projets multi-acteurs qui nous ont semblé particulièrement illustratifs, des leviers qui sont à la disposition des acteurs non étatiques pour engager leur transition. Le cas de la ville de Heerlen, aux Pays-Bas, est très intéressant. À la pointe, par exemple, des réseaux de froid et de chaleur 5e génération. On essaie d'expliquer dans ce type de cas d'études, et vous en trouverez dans tous les secteurs que nous avons traités, d'expliquer quels sont les leviers à disposition des acteurs pour faire basculer les marchés et faire basculer les politiques publiques. Bien souvent, et c'est une caractéristique de cette année 2020 et 2021, on a observé que l'accélération de la demande en biens et en services bas carbone dépassait la capacité d'adaptation des chaînes d'approvisionnement mondiales. C'est-à-dire qu'on observe des transitions régionales et sectorielles, mais l'économie mondialisée peine aujourd'hui à répondre structurellement et conjoncturellement à ces nouveaux besoins. On l'a observé avec l'inflation sur les minerais critiques et stratégiques à la transition, comme le nickel, le lithium, le cobalt, mais aussi le cuivre ou l'aluminium. À cet état structurel s'est ajouté des conditions conjoncturelles, comme la désorganisation du fret logistique international. De très nombreux navires peinent encore aujourd'hui à décharger leurs marchandises dans les ports. On enregistre de très nombreux retards de livraison à cause précisément du transport maritime international, mais également en raison de la concentration des chaînes d'approvisionnement dans les mains de quelques acteurs qui provoquent des goulets d'étranglement. C'est le cas de Shimano, acteur clé du marché des vélos, qui ont connu un gain d'usage et un grand succès à la suite des différents lockdowns, des différents confinements. Shimano, qui est le leader mondial du marché sur les freins, les pignons, les cassettes, engendre aujourd'hui près de 400 jours de retard pour les livraisons de vélos dans le monde entier. C'est donc véritablement un problème logistique d'ampleur internationale que font face les transitions, auxquelles font face les transitions régionales et sectorielles qu'on a pu observer. Baromètre de l'action climat depuis 2 ans, la neutralité carbone est très largement adoptée par les grandes entreprises dans leur stratégie de rebond post-pandémie, mais également dans leur stratégie de croissance future. Et on s'intéresse en particulier au sein de ce rapport aux grands acteurs du monde fossile, les compagnies pétrolières européennes, mais également les grands acteurs miniers qui se positionnent sur les marchés émergents des services et des biens bas carbone pour profiter de leur capacité d'investissement, gagner de nouvelles parts de marché et finalement devenir peut-être les acteurs dominants des marchés qui jusqu'à présent étaient considérés comme des marchés de niche. Nous allons le voir plus tard. Dans cette perspective de neutralité carbone, le système Corsia, le système de compensation des émissions de l'aviation internationale, rencontre des difficultés liées à la pandémie. C'est une affaire à suivre car aujourd'hui le secteur peine à trouver ses solutions de décarbonation. Cette disruption sur les chaînes d'approvisionnement et les engagements à la neutralité carbone ont conduit les entreprises à un double mouvement de concentration et d'intégration verticale des filières.
Je parlais des entreprises pétrolières européennes, je parlais des compagnies minières. Le principal véhicule d'investissement pour ces entreprises aujourd'hui, ce sont les fusions-acquisitions. Ainsi, Total Energy s'est porté acquéreur d'Adani, de Saft, un producteur de batteries, investi dans de très nombreux projets existants, mais peine encore à être force de construction de nouvelles capacités, que ce soit de production d'électricité renouvelable ou bien de bornes de recharge de voitures électriques, de capture du CO2 ou même d'hydrogène. L'intégration verticale des filières se traduit également par un rapprochement de l'amont et de l'aval avec des producteurs de matières premières qui essaient de pénétrer les marchés des produits semi-finis. Les Power Purchase Agreements sont un exemple également d'outils qui renforcent cette concentration des acteurs avec une contractualisation à long terme des approvisionnements en énergie de la part des grandes villes et des grandes entreprises comme les GAFA. Aujourd'hui, les PPA, c'est près de 10% des nouvelles capacités de production renouvelable dans le monde. C'est considérable et ça favorise la concentration d'un marché autour de ces grands acteurs. Le résultat global de tout ce mouvement, c'est un raccourcissement des chaînes de valeur avec de nombreux États, mais également des régions comme le Québec, qui se sont montrés soucieux de régionaliser et de relocaliser leurs filières industrielles en amont et en aval, notamment en développant des capacités industrielles nouvelles qu'elles n'avaient pas sur des biens stratégiques comme les batteries, y compris sur les phases de production et de recyclage. Notre enseignement numéro 7, Samuel, je vais te laisser le présenter et continuer ce tour d'horizon des grands enseignements du rapport. Merci. Donc, on vient de voir que les acteurs de l'étatique s'emparent de la grammaire de la neutralité carbone, mettent en place des stratégies, des plans d'action pour concrétiser ces engagements. Antoine a souligné l'importance des fusions-acquisitions, des mouvements d'intégration verticale. Une autre dimension très importante de ces plans d'action, ce sont ce qu'on appelle les technologies de rupture. Donc, notamment, on a parlé dans le bilan de l'hydrogène et des technologies de capture de carbone. On a consacré sur chacun de ces deux sujets une tendance qui permet de faire un peu l'état des lieux sur ces technologies à un moment qui est charnière pour l'un comme pour l'autre. En effet, en 2020-2021, elles ont franchi de nombreux caps, que ce soit l'hydrogène ou les technologies de capture de carbone, dont il faudra voir si ces caps sont suivis de déploiements importants dans les prochaines années ou s'ils restent au simple rang d'effet d'annonce. On pourra d'ailleurs en discuter jeudi matin lors d'une table ronde consacrée au sujet avec des professionnels impliqués dans de tels projets. L'hydrogène, d'abord, il est passé de rang de relatif inconnu à un rôle central dans les stratégies de croissance et de décarbonation de nombreux acteurs et pays. Les investissements ont augmenté de 12% en 2020. 20 milliards de dollars ont été promis par des États depuis le début de la pandémie pour déployer l'hydrogène décarboné. Et 17 États ont maintenant une stratégie hydrogène, alors qu'il n'était que 3 en 2019, dont le Japon d'ailleurs, auquel nous consacrons un cas d'étude dans le secteur transport. Ces stratégies, elles parient d'une part sur un mode de production qui est aujourd'hui minoritaire, c'est-à-dire la production par électrolyse à partir d'énergie renouvelable, qui représente moins de 1% de la production aujourd'hui, ce qui fait que dans l'ensemble, pour le moment, la production est responsable de l'émission de plus de 800 mégatonnes de CO2. Et d'autre part, les stratégies parient sur des usages de l'hydrogène, là encore aujourd'hui minoritaires, décarbonation des transports, de l'industrie lourde, etc. Alors qu'aujourd'hui, l'hydrogène, c'est majoritairement utilisé pour le raffinage d'hydrocarbures et la production d'ammoniac. Donc, c'est en cela qu'on parle aujourd'hui de technologies de rupture pour l'hydrogène décarboné. Ensuite, sur les technologies de capture et séquestration du carbone, qui sont encore confidentielles aujourd'hui, il n'y a que 26 projets opérationnels dans le monde aujourd'hui. Mais néanmoins, si on en croit les récentes annonces d'investissement, ces technologies sont promises à un avenir radieux. 12 milliards d'investissements entre début 2020 et mai 2021, dont il faudra encore une fois surveiller les effets et on pourra en parler jeudi matin. Le secteur du oil and gas est très actif sur cette technologie, c'est son troisième poste de dépenses bas carbone et plus de la moitié des projets de CCUS actuels sont financés par des entreprises pétrolières et gazières. Notamment, on fait un cas d'étude sur le Longship Project, qui est le fruit de la collaboration entre le gouvernement norvégien et des entreprises pétrolières et gazières pour décarboner des industries lourdes ou par exemple une cimenterie. Donc voilà, et tout comme pour l'hydrogène, les usages du CO2 posent question, puisque pour le moment, la plupart du temps, ils servent à faciliter l'exploitation de puits de pétrole en déplétion.
Ensuite, on parle évidemment on voit que les États peuvent jouer un grand rôle dans le déploiement de ces technologies bas carbone. Donc, on a parlé du Vietnam tout à l'heure, l'hydrogène et le CCUS, on voit qu'ils ont un rôle primordial. On a aussi donc tenu à inclure dans ce bilan des informations sur les plans de relance. Ce qu'on peut voir globalement, c'est que ces plans ont accordé à peu près autant de financement à des secteurs émetteurs qu'à des secteurs bas carbone. Donc, il faudra suivre de près l'effet de ces plans dans les prochaines années, puisque voilà, l'argent pour sauver des secteurs émetteurs n'aura pas forcément le même effet que l'argent pour développer des secteurs bas carbone. Ensuite, bien sûr, en parallèle des États, les collectivités territoriales jouent un rôle primordial pour adapter le tempo et les impératifs de la transition aux caractéristiques et aux besoins de leur territoire. Donc là encore, on va consacrer une table ronde jeudi après-midi sur le thème des collectivités territoriales. Donc on vous invite à vous y inscrire sur notre site internet. Parfois, donc, elles font même mieux que les États, comme le rappelait Ronan en introduction avec ces villes du Covenant of Mayors européen. L'exemple phare de l'action des villes, dont on a beaucoup parlé aussi dans ce bilan, c'est les déploiements d'infrastructures cyclables. On en parle dans une tendance consacrée à la mobilité urbaine, on en parle dans un cas d'étude sur Bogota, qui a été vraiment un exemple emblématique cette année sur ces actions. Et enfin, on consacre aussi une tendance à la bataille de villes américaines qui cherche à bannir le gaz des nouveaux bâtiments. Et pour le moment, presque une cinquantaine de villes californiennes ont prononcé de telles mesures. Et en réponse, comme vous pouvez le voir sur la carte ici, tous ces États en bleu ont prononcé des interdictions d'interdire le gaz pour les nouveaux bâtiments. Voilà, et enfin, ce dernier grand enseignement sur la judiciarisation de l'action climat, sur les actions judiciaires au nom du climat. Donc, on en avait déjà parlé l'année dernière. Ces actions peuvent être aussi contre des États. En France, aux Pays-Bas, il y a eu des réussites. Aussi des revers, par exemple au Royaume-Uni, où la Cour a finalement autorisé l'extension de l'aéroport d'Heathrow, alors que l'année dernière, à ce moment même, on disait l'inverse. Ce qu'on souligne surtout cette année, c'est ce qu'on appelle l'activisme actionnarial, donc des fonds activistes qui s'invitent au conseil d'administration de grandes entreprises pour imposer des résolutions en faveur du climat. Donc, il y a eu, par exemple, on consacre un signal dans le secteur déchets sur les géants du plastique dont les actionnaires votent des résolutions pour les obliger à la transparence sur leur impact en termes de pollution plastique. Aussi, le grand exemple, c'est le fonds Engine Number One qui est parvenu à faire rentrer 3 personnes au conseil d'administration d'ExxonMobil. Le même jour, Shell était condamné à revoir ses objectifs climatiques à la hausse et les actionnaires de Chevron ont voté à plus de 60% pour renforcer les objectifs climatiques de l'entreprise. Voilà, et rapidement, on a aussi consacré une tendance aux acteurs de l'huile de palme, pour montrer que l'action d'ONG locale en Malaisie, Indonésie et aussi occidentale a permis de créer un cadre normatif pour accélérer la production d'huile de palme certifiée. Voilà pour ces grands enseignements. On va pouvoir donc maintenant laisser la parole à Bernard Soulages, modérateur de la table ronde qui va suivre, et aux intervenants qui sont avec nous. Merci beaucoup. Donc, Bernard Soulages, je suis le secrétaire général de cette association et comme l'a dit avec Ronan, tout ça a commencé, quelques-uns d'entre vous y étaient à Lyon il y a maintenant 6 ans. Et donc notre tropisme, il est évidemment territoire à tous les sens du terme et on va venir d'ailleurs tout de suite parce que nous avons un certain nombre d'intervenants aujourd'hui. Juste pour chacun, j'indique que nous ferons une permutation entre le 2e et le 3e intervenant, c'est-à-dire qu'après notre ami ambassadeur, ce sera Gilles Vermont-de-Roche qui a quelques contraintes médicales qui interviendra, et ensuite nous repasserons à Frédéric Vallier dans l'ordre qui était prévu. Voilà, monsieur l'ambassadeur, merci d'être avec nous. On a 2 questions, je vous les donne tout de suite, mais je pense on pourra y revenir et partager. La première, c'est votre appréciation globale, puisque vous avez été au premier rang de ce qui s'est passé à la COP, et donc je vous la lance tout de suite. Puis la deuxième, elle sera, mais j'y reviendrai peut-être après, sur le rôle de ce que nous sommes tous ici rassemblés, là, les plusieurs dizaines, centaines de personnes qui sont là représentées, comment on peut aider à tout ça. Mais la première question, c'est un peu votre appréciation globale.
On essaye tous de rester dans un format 5-6 minutes au total et j'essaierai d'être le gardien des horloges, même si on a un petit peu de temps non plus, il faut quand même pouvoir dialoguer. Merci en tout cas d'être tous présents et notamment vous, monsieur l'ambassadeur. Merci beaucoup de cette invitation et félicitations pour ce travail absolument considérable que vous avez réalisé pour l'élaboration de ce très substantiel rapport. Sur la COP, j'étais avec Ronan dans cette plénière finale sur laquelle on a beaucoup glosé dans la presse, et notamment, et je commencerai par là, sur la fin ou sur le face down du charbon. Beaucoup dans la presse et parmi les commentateurs se sont émus du fait que c'était une reculade de la COP, mais il faut savoir d'où on venait. Souvenons-nous, il y a encore 6 mois, quand on était désespérément, nous, au G20, en train d'essayer d'obtenir la mention du charbon à la ministérielle énergie-climat, et qu'on entendait certains de nos partenaires du G20 hors G7 qui nous disaient ce n'est même pas la peine d'évoquer le mot charbon, puisque nous n'aurons pas ce mot charbon dans les conclusions. Et effectivement, à l'époque, en juillet, ça fait une éternité, et pourtant c'était il y a moins de 6 mois, on n'a pas réussi à obtenir la mention du charbon. Or, pour la première fois dans un texte de la CNUC, on a une mention du charbon, on a une mention des énergies fossiles, et donc de ce point de vue-là, c'est inespéré par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre en entrée de COP. Donc de ce point de vue-là, c'est positif. Ce qui est positif également, c'est en fait tout le volet, je dirais, atténuation. Il y a vraiment une prise de conscience de l'urgence absolue. La science est vraiment mise très très en avant, et notamment l'objectif de 1,5 degré, qui est la boussole de la CNUC désormais. Donc c'est un objectif qui va presque au-delà de ce qui a été indiqué dans l'accord de Paris, et avec la pressante à l'ensemble des parties d'être redevables, ce fameux mot de redevabilité, de leurs engagements, puisqu'on a eu, comme vous l'avez vu, énormément d'engagements, à la fois de moyen terme sur les engagements à 2030 des diverses CDN, mais aussi de plus long terme, et parfois de très long terme, jusqu'à 2070 avec l'Inde. Et donc là, toute la question, c'est de savoir comment les États vont s'y prendre dans la décennie critique, qui est la décennie des années 20, pour faire en sorte que leurs engagements soient tenus. Et là-dessus, il y a tout un arsenal de choses qui sont dans la décision, qui ne sont pas anodines. Hein. Il y a la demande à toutes les parties qui n'auraient pas une trajectoire conforme à l'accord de Paris de revoir leur copie d'ici la prochaine COP. On va avoir table ronde ministérielle tous les ans sur le sujet, donc qui va accentuer la pression collective. On aura un rapport de synthèse de la CNUC qui aura également tous les ans sur l'état de la situation en matière d'ambition, en termes d'atténuation. Et puis on a aussi, pour les stratégies de long terme, une inclusion d'un langage qui est vraiment assez fort, et grâce auquel la France a beaucoup contribué sur les stratégies de long terme et sur l'exhortation adressée à toutes les parties de remettre des stratégies de long terme qui expliqueront comment ils comptent s'y prendre pour arriver à la neutralité carbone. Alors, on peut s'interroger sur l'Arabie Saoudite en 2060, sur la Chine en 2060, etc. Et donc tous ces pays devront explicitement indiquer comment ils comptent s'y prendre. Donc tout ça, ce sont des choses assez positives, avec aussi énormément d'engagements sectoriels. Vous l'avez vu sur le méthane, la centaine de pays qui se sont engagés. La déclaration sur la fin des crédits export pour les énergies fossiles, cette fameuse déclaration à laquelle s'est finalement ralliée la France le vendredi, la veille de la COP, de la fin de la COP. Et là aussi, c'est quelque chose d'assez remarquable, parce qu'on avait... là, je reprends aussi à nouveau là où nous en étions il y a un an. Il y a un an, c'était inimaginable d'avoir une mention dans un texte international de la fin des crédits export charbon, par exemple. Or, on a eu la Corée du Sud, ensuite on a eu le Japon, finalement on a eu la Chine qui elle-même a décidé de mettre fin aux constructions des centrales à charbon à l'étranger. Au final, on se retrouve avec un texte dans le G20 qui interdit la construction des centrales à charbon à l'étranger. Donc de ce point de vue-là, il y a pas mal de choses qui avancent et qui sont, je pense, qui méritent quand même d'être relevées positivement. Et
Alors, j'irai très très vite puisque… Et vous posez la deuxième question et à préciser, si vous me permettez. Voilà. Notre deuxième question, c'est par rapport à ce qu'a dit Antonio Guterres, qui était on va enfin voir si les acteurs non étatiques sont sérieux, je vais le résumer, en évaluant un peu ce qu'ils font. Comment vous voyez ça? Parce que c'est une de nos préoccupations depuis le début. Hein. Tout le monde doit se poser la même question. Il n'y a pas seulement les engagements, il y a aussi ce qu'on fait vraiment. Et donc, comment on peut travailler là-dessus? Alors, Ronan me soufflait à l'oreille que les Égyptiens auraient indiqué qu'ils souhaitaient relancer le processus de Marrakech. Donc, voilà, les deux questions. Quelle est la place de ces collectivités? Et notamment donc, sur les questions d'évaluation, parce qu'on est soumis aux mêmes règles que les États. Il n'y a pas de raison qu'on y échappe. Absolument. Non, mais ça, c'est quelque chose d'absolument crucial. On a beaucoup parlé justement des engagements des États et je viens d'évoquer pendant les 3-4 minutes précédentes la redevabilité des États, mais il y a aussi tout le reste, tous les acteurs non étatiques. Et donc, on a entendu avec beaucoup d'intérêt la déclaration du secrétaire général des Nations Unies qui dit qu'il faut une forme de redevabilité de tous ces acteurs non étatiques. Et là-dessus, je pense en particulier à cette énorme alliance qui a été annoncée par Mark Carney, la Glasgow Financial Alliance for Net Zero, avec des chiffres à donner le vertige, hein, sur 130 000 milliards de dollars de assets qui allaient être donc consacrés, enfin plutôt qui allaient devenir net zéro à l'horizon 2050. La question, c'est comment tout cela va être jugé et vérifié. Et là-dessus, nous, on a des idées. Je prends l'exemple de l'ADEME avec sa méthodologie ACT, Assessing Low Carbon Transition, qui est une méthodologie très robuste qui va bien au-delà des méthodologies comme le SBTI, qu'utilisent beaucoup d'entreprises, qui est une méthodologie pour fixer des engagements, mais après, il y a la manière d'y arriver justement à tenir ces engagements. Et cette méthodologie, elle est robuste et on va essayer de faire en sorte, elle est surtout destinée aux entreprises évidemment, mais on va essayer de faire en sorte de l'universaliser, mais en tout cas de lui donner toute la publicité nécessaire pour que les entreprises, au même titre que les États, puissent répondre de leurs promesses et de leurs engagements. Merci beaucoup. Et vous le savez, Climate Change sera un partenaire parce que c'est vraiment dans le rapport notamment et l'observation. Comme le disait Ronan, on est dans le méta-rapport, mais on veut vraiment que tout le monde nous fournisse non pas seulement des engagements, mais des vraies réalisations. Donc, on sera vraiment un partenaire très sérieux. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. Et du coup, puisque vous parliez des entreprises, on va se tourner vers un vice-président d'entreprise et vice-président aussi de Climate Change, un ami, je vais me permettre de le tutoyer. Bonjour Gilles, on ne se quitte plus, nous étions ensemble encore jeudi dernier. Voilà, mais là, c'est avec une demande assez précise parce que ça a été un des axes de ce rapport et puis qu'on voit tous dans la presse hein, et ailleurs, c'est les difficultés après la pandémie peut-être, et même certainement, des supply chains, comme on dit, à l'échelle mondiale. Il y a le côté transport qui est très sérieux et qui continue d'encombrer bien des choses et peut-être même de freiner la croissance mondiale. Il y a aussi la concurrence sur les matières premières, tout ce qui se fait pour essayer de trouver les bonnes ressources. Donc, vu d'une entreprise qui a décidé d'être un acteur majeur de la décarbonation, celle qui est en logo derrière toi, comment vous voyez les choses à la fois un peu conjoncturellement, est-ce que ça pose des très gros problèmes sur 2022 par exemple, et puis un peu plus structurellement, comment on peut, du point de vue de ces fameuses supply chains, voir les choses du côté d'une grande entreprise mondialisée. Merci Bernard et merci à toute l'équipe de Climate Change. Je vais répondre un peu comme si j'étais asiatique, je vais me donner le droit d'une introduction. D'abord pour féliciter Stéphane Creusa parce que c'est facile de dire que la négociation n'est pas à l'endroit où on veut, mais il faut aussi repérer, et en particulier lui et son équipe, la mobilisation d'acteurs et ceux qui représentent la France pour que ça aille le plus loin possible et entraîner les autres. Et c'est un travail pas toujours facile et donc je trouve que ça vaut le coup de le féliciter. Ça vaut le coup de féliciter l'équipe de Climate. Je relisais là, juste avant notre réunion le document, c'est vraiment une mine fabuleuse, quoi. C'est vraiment un truc facile à lire,
à partager avec ses collègues dans sa chaîne de valeur ailleurs, et dans lequel on apprend des choses. Et je vous remercie pour ça, parce qu'il y a beaucoup de documents où on n'est pas sûr d'apprendre facilement et rapidement des choses, parce que de fait, quand on n'est pas tous chercheurs, on voudrait des fois aller rapidement, et vous faites ce travail, et c'est fabuleux. Moi, pour répondre à ces 3 points, je vais quand même dire 2 mots sur la COP si Bernard ne m'y interdit pas avant d'arriver à la supply chain. Moi, je suis assez désappointé pour 2 raisons. Je suis désappointé pour 2 raisons. Et ça aura des conséquences pour tout le monde, y compris les acteurs non étatiques. Les grands pays, en particulier occidentaux, mais pas seulement, la Chine aussi, ont publié récemment plus de 1 000 milliards de dollars de plans de relance, et à chaque fois en disant qu'ils allaient accélérer la transition énergétique. Et de manière intéressante, toutes ces décisions des 18 derniers mois ne se trouvent dans aucun des engagements à grandir au moment de la revoyure que fut cette COP à Glasgow. On aurait pu imaginer que, puisqu'on a une période exceptionnelle où on a le retour des États plus qu'avant, un peu partout dans le modèle économique, en particulier par ces plans de relance et par les conditions qui sont mises, que ça aurait dû amener les mêmes États à requalifier bien plus leurs engagements en cohérence avec cet investissement de premier point. Et force est de constater que sur ce sujet-là, on n'y est pas. Donc, du côté de l'atténuation, il y a probablement des progrès, comme le dit l'ambassadeur. Et les observateurs rappellent qu'on est très loin entre l'engagement annoncé, 1,5, et probablement où on est des engagements qui sont là. Quant à l'adaptation et ce qui se passe dans les pays, ou plutôt ce qui se passe sur tous ces enjeux dans les pays en développement, je mettrai un peu la Chine à part dans ce commentaire, force est de constater que nos grandes puissances, qui probablement ont la capacité de faire avancer leurs États, ne partagent pas entre elles l'ambition de faire avancer les pauvres, car depuis Copenhague, on peine à avoir cette contribution à l'atténuation qui, pour les pays pauvres, fait un peu tout. Donc j'ai un peu un désappointement aujourd'hui d'avoir vu tout ce que produit le Covid et qui aurait pu se traduire dans ces accords de Glasgow et qu'on ne voit pas. La deuxième chose, et vous venez de le soutenir, et je crois que ça va être mon point par rapport à la question qui m'est posée, c'est plus qu'avant, je trouve, comme observateur non étatique représentant des entreprises, un assez grand découplement entre l'ensemble de tous les accords, d'ailleurs, y compris entre des États, et l'ensemble des mobilisations d'entreprises, et justement ce point officiel 1 dont je viens de parler, parce qu'on en a vu, et Schneider Electric participe à beaucoup d'entre eux, des accords conduisant les entreprises à annoncer leur net zéro, plus ou moins tôt. Ce qui me paraît le plus fondamental dans cette COP, parce qu'il y a du monde de l'entreprise par rapport aux précédentes, c'est comment ces engagements sont aujourd'hui sur toute la chaîne de valeur. Jamais autant dans le passé, les entreprises qui prononçaient des engagements embarquaient les engagements de leur scope 3, c'est-à-dire de leurs fournisseurs. Une entreprise comme Schneider Electric a singulièrement une très très grande partie, je ne vais pas dire toute la partie, mais pas très loin, de ses émissions carbone chez ses fournisseurs. Et donc les engagements que prennent beaucoup d'entreprises aujourd'hui, elles se prennent dans la chaîne de valeur, et ça c'est susceptible à aller beaucoup plus loin dans la démarche. Mais puisqu'elles se prennent dans la chaîne de valeur, se pose la question que Bernard met sur la table et qui me paraît essentielle. Et après désappointement et découplement, c'est le troisièmement, c'est un peu disruption, c'est-à-dire qu'à haut nouveau, j'ai le sentiment que dans cette COP, plus que dans le passé, il a été question de technologie, des technologies du moment qui sont utiles pour changer dès à présent, et puis des technologies à venir, singulièrement dans le monde de l'énergie, pour tenir l'engagement. Et au fond, le désappointement du début finit par être très optimiste au regard de ces technologies et de ce que l'on est capable de mettre sur le marché, c'est-à-dire, même si ce n'est pas compté comme ça aujourd'hui, de faire aux différents acteurs, même si aujourd'hui, ils n'avaient pas les solutions pour le faire. Pour une entreprise comme Schneider Electric, les enjeux de la supply chain sont clés. On voit bien les conséquences que ça a, le chiffre d'affaires de l'année de beaucoup d'entreprises, et puis aussi dans la manière de se penser. Alors nous, on a à la fois des choses qu'on a déjà mis en place et d'autres qu'il est urgent de mettre en place pour accélérer. Schneider est probablement une des boîtes les plus multi-hubs de la planète, 130 pays,
30 milliards assez équilibrés sur tous les continents. Et dans ces 30 milliards, une volonté quasiment de n'avoir que des productions continentales faites sur le continent, vendues sur le continent où elles sont faites. Et un management multi-hub qui est souvent moqué, avec une partie du management à Hong Kong pour l'Asie, une autre en France, l'Europe, une autre à Boston pour les Amériques, et un management très digital. Force est de constater que ça participe à cette démarche d'une entreprise qui veut être partout multilocale, qui depuis longtemps a des patrons de pays qui sont à 90% de la nationalité du pays où on opère. Et je pense que ça, c'est un bout de fonctionnement qui va nous aider à passer la crise du moment difficilement, mais probablement un peu mieux qu'avant. Et le deuxième sujet sur les matières premières, j'ai le sentiment qu'à part les entreprises strictes de l'environnement, on a un immense bond disruptif à faire sur l'économie circulaire qui a entre autres comme composante le réusage de la matière première déjà utilisée et la création d'une économie profitable en croissance, mais avec une décroissance du volume de matière première puisqu'il y a du réusage de la matière première d'avant. Ça crée de l'emploi nouveau, avec des jobs qui existaient dans le passé et qu'on a abandonnés dans les 40 dernières années, tous ceux de la réparation. Et deux, ça permet de voir la croissance d'un autre regard. Alors, les entreprises de l'environnement, de l'eau, des déchets, etc., se mobilisent sur le sujet. Nous ne nous mobilisons pas encore assez sur le sujet. Je pense que c'est un des grands challenges des années qui viennent, mais il me semble que pour ce qui est de Schneider Electric, et donner un exemple à cette question que pose Bernard, le triptyque est assez simple. Le premier, très loin devant, c'est l'innovation, 5% de notre chiffre d'affaires, beaucoup de partenariats avec beaucoup d'entreprises, parce qu'on passe, me semble-t-il, d'une logique entre les acteurs non étatiques, pour conclure, qui était peut-être très empreint de dialogue, et le dialogue est en train de se transformer en alliance du côté du monde de l'innovation. Donc le premier point, c'est l'innovation. Le deuxième point, c'est la relocalisation, y compris de manière intelligente. Tous ceux qui sont du monde de l'entreprise ici et qui m'écoutent peuvent penser à Schneider Electric pour les accompagner dans celle-ci et avec nos outils de création numérique d'entreprise pour les rendre plus efficientes au moment où ils veulent se relocaliser ailleurs. Et la troisième, c'est probablement de prendre plus au sérieux dans tous les métiers, y compris dans le mien, les effets de l'économie circulaire. Et cette crise, après la crise du Covid, peut-être à la rigueur bénéfique pour bien comprendre que c'est un enjeu important du court terme. J'ajoute que l'économie circulaire est aussi une réduction d'émissions de carbone quand on réutilise les matières premières, comme quoi les deux sujets ne sont pas complètement en distance. Merci Gilles. Je me permets une remarque et puis il y aura une question pour rebondir un peu de Ronan. Je fais une remarque de professeur d'économie, c'est rare mais je me la permets. Sur l'économie circulaire, il faudra qu'on y retravaille tous parce qu'il y a un problème de prix. J'ai beaucoup étudié la question des batteries. Tout le monde sait recycler des batteries, mais il y a une question de prix relatif entre le neuf et le circulaire. Voilà. Ça passe par des pays que tu connais bien, la RDC et autres. Si on améliore les conditions de travail dans les mines, on augmente le prix de la matière première et ça favorise l'économie circulaire. Mais si on continue d'exploiter comme ça, enfin voilà, je pense que c'est un vrai travail. Et je passe la parole à Ronan qui, malgré le temps qui passe, a envie de rebondir en vous posant une question à toi et à l'ambassadeur, monsieur l'ambassadeur. Oui, merci Gilles. En fait, tu as déjà dessiné un certain nombre de points qu'on devra retrouver dans le rapport 2022 pour faire suite. Et de ce que tu disais, tu as manié habilement à la fois déception, mais perspective plus optimiste. Monsieur l'ambassadeur, comme vous êtes toujours avec nous, ce qu'on a du mal effectivement des fois à comprendre, c'est qu'une partie du potentiel de réduction d'émissions qui devrait se retrouver dans les contributions nationales déterminées, ce que vient de dire Gilles Vermaux-Desroches, et je pourrais rajouter, parce que nous y passons beaucoup d'énergie, nous aussi en Afrique avec d'autres, sur le fait de rentrer dans les contributions nationales déterminées africaines, le potentiel des villes, le potentiel des acteurs non étatiques, et qu'on a du mal effectivement à le faire entrer dans les contributions nationales déterminées. Comment on peut expliquer finalement ce caractère très
très prudent d'un certain nombre de contributions nationales par rapport au potentiel des acteurs économiques ou locaux, ce qui finit par dresser un tableau assez pessimiste d'un climat qui se stabilisera autour des 2,5 degrés, alors que si on rentrait tout ce potentiel, on pourrait avoir un narratif plus optimiste. Oui, merci Ronan. Mais sur ce point, en réalité, normalement, les contributions déterminées au niveau national, elles doivent englober ce travail des acteurs non étatiques, des collectivités. C'est-à-dire qu'elles ont un scope qui est soit economy-wide ou plus limité, mais en général, ça couvre l'ensemble de l'économie, mais ça ne couvre pas l'ensemble de l'économie étatique, ça couvre l'ensemble de l'économie. Et donc, normalement, une CDN bien faite doit tenir compte de tous ces efforts de réduction d'émissions des acteurs, qui soient collectivités locales, entreprises et autres. Mais donc nous, on a le sentiment que ça n'est évidemment pas toujours le cas, mais est-ce que, c'est aussi une question pour Gilles, est-ce que dans les conclusions de la COP, et M. l'ambassadeur nous a dressé la liste de toutes les avancées, au moins dans les mots, dans le texte final, mais il y a aussi les dimensions opérationnelles de l'article 6 et d'un certain nombre d'autres mécanismes. Est-ce que là, il y a des perspectives de renforcement de l'action, y compris une entreprise comme Schneider analyse-t-elle ces évolutions dans les mots et dans les mécanismes en se disant là, on pourra aller un peu plus vite? Non, je crois qu'on n'est pas assez intelligent. Non, mais je le dis en plaisantant. C'est-à-dire, c'est difficile de passer des mots tels qu'il y a dans un rapport comme ça. À quelles conséquences ça a dans une stratégie de business dans les 3 à 5 prochaines années de Schneider? L'enjeu pour nous, il est très simple. Il est de mettre sur le marché les solutions et les services pour que tous nos clients réduisent leur consommation énergétique, la poussent à devenir électrique, et quand elle est électrique, la pousse à devenir verte et soit plus efficient, puisque la meilleure énergie, c'est celle qu'on ne consomme pas. Et on a compris que dans les 4 actes que je viens de dire, le digital joue un rôle fondamental. On pourrait prendre tout un temps sur le digital tel qu'il émet, etc., en particulier lorsqu'il s'occupe de TikTok, etc. Le digital de l'IoT n'émet pas beaucoup, et par ailleurs, il est indispensable pour ce que je viens de dire, passer toutes les énergies à l'électricité, passer l'électricité à l'électricité verte, et faire en sorte qu'on pilote intelligemment la demande, pour l'adapter à l'offre quand elle est la plus verte et qu'on la réduit. C'est ça le métier qui devient celui de Schneider Electric. C'est pour ça que la boîte peut à la fois, encore quelques semaines, dire qu'elle est la boîte la plus durable de la planète en 2021. Elle restera toujours la boîte la plus durable de la planète en 2021. Mais elle est aussi celle qui a un beau parcours en bourse. Et au fond, ça ramène aussi la question de l'investissement et du découplement. D'un côté, on a des boîtes qui, dans leur chaîne de valeur, annoncent la neutralité, boostent des technologies dont on voit qu'elles sont de plus en plus demandées, et notre parcours est une bonne expression pour ça. Des investisseurs volontairement ou par obligation qui, eux aussi, vont être de plus en plus green. Et de fait, ça, c'est un peu comme dans le curling. J'ai un peu l'impression de dire tous ces acteurs-là qui ne fonctionnent pas comme les acteurs étatiques avancent parce qu'ils considèrent que leur avenir est en avançant le plus vite possible dans cette... La question, c'est comment tout ça se couple avec la négociation que font des acteurs étatiques, forcément avec les solutions qu'ils ont aujourd'hui dans les mains. Et donc, c'est pourquoi ce n'est pas désagréable de les découpler. C'est dommage que tous ceux qui sont partis dans le tissu associatif pour demander beaucoup plus, dans les entreprises, les logiques académiques pour chercher plus à être innovants et disruptifs, s'adaptent en se disant ralentissons, non, accélérons, et probablement que ça, c'est dans tous les cas le souhait que j'ai, ça pousse à aller plus loin. Et le dernier mot, c'est de dire que Bernard a raison, les droits de l'homme, c'est une bonne partie du climat. Et probablement que sur ce sujet-là, personne ne pousse assez. Ouais. Merci beaucoup Gilles. On va sans transition passer à un autre des acteurs non étatiques. Je me tourne donc vers Frédéric Vallier, qui doit être par là. Bonjour Frédéric. Bonjour. Donc secrétaire général du Conseil d'économie des régions d'Europe, lui aussi très impliqué dans Climate Change.
Et évidemment, Frédéric, on va regarder maintenant comment ça se passe vu du point de vue des collectivités territoriales et avec un focus plus largement européen et avec, nous semble-t-il, quand même une bataille qu'il faut toujours recommencer. On était quelques-uns à Copenhague, tu y étais, Romain y était. On a toujours l'impression que c'est un peu Sisyphe. Alors, je fais partie de ceux qui veulent imaginer Sisyphe heureux. Je suis évidemment un fou de Sisyphe heureux, mais quand même, quoi. Il y a des moments où on se dit, ça serait bien qu'on passe la première étape et qu'on reconnaisse enfin le rôle des collectivités. Mais ma question est un peu plus précise. On voit quand même des vraies difficultés assez souvent, peut-être moins en Europe qu'ailleurs, mais tu es un observateur global, des rapports entre les territoires, les villes et leurs États, enfin les villes et les régions et leurs États. Comment on peut vraiment assez concrètement mettre quelque chose qui permette que ça aille mieux. Et puis, on l'a bien vu à Glasgow dans tous les échanges qu'on a eus, je n'ai jamais entendu un maire, quelle que soit sa tendance politique ou un président de région, ne pas inclure la question sociale et la question de la justice et la question de la transition énergétique et de la lutte contre le climat. Et j'ai l'impression que cette préoccupation, elle est extrêmement forte au niveau des collectivités, ne serait-ce que par leur proximité avec les citoyens, bien sûr, mais elle n'est pas toujours facile à porter. Donc voilà, ces deux questions, comment on passe plus concrètement, et surtout dans les cas où il y a un conflit entre les collectivités et l'État, et puis comment on associe justice et lutte contre le changement climatique. Alors, il y a beaucoup de questions. Merci Bernard. Bonjour à tous. Oui, mais ça englobe tellement de sujets, mais c'est vrai que c'est assez complexe. Alors, d'abord, Gilles, je voudrais vous féliciter pour le travail réalisé parce que ce rapport, il est vraiment très important pour nous, collectivités, pour voir aussi à la fois se comparer, j'allais dire, et puis voir l'évolution sur l'ensemble des alliances et des secteurs. Donc, bravo pour ça. Alors, comment nous, on a perçu la COP? On est toujours un peu déçus, c'est ce que tu disais, Bernard, c'est-à-dire qu'on en voudrait toujours un peu plus. Et surtout, c'est vrai que ça fait très longtemps qu'on se bat pour une réelle reconnaissance du rôle des gouvernements locaux et régionaux, et j'insiste sur le mot gouvernements locaux et régionaux parce que on n'est pas tout à fait des acteurs non étatiques, on fait partie de la sphère étatique et on est engagé à l'intérieur de chacun des États dans la gouvernance de la société. Et ça, c'est un point justement qui est très important pour nous parce que si on ne crée pas les conditions pour que l'ensemble des acteurs gouvernementaux, qu'ils soient locaux, régionaux ou nationaux, s'engagent dans un partenariat bien compris, on n'arrivera pas à résoudre la crise climatique. Et c'est un peu le message que je porte depuis maintenant plus de 15 ans avec Ronan aussi dans ces COP, c'est de dire qu'il n'y a pas d'opposition, il ne doit pas y avoir d'opposition entre l'État et les collectivités territoriales, mais au contraire, il doit y avoir complémentarité. Et bien souvent, Ronan le rappelait avec la Convention des maires, les villes sont des frontrunners, des éclaireurs de l'action climatique. Et c'est là-dessus que les États devraient s'appuyer. Alors, en Europe, on est maintenant engagé avec la Commission européenne dans un certain nombre de programmes. Je pense que Hero y reviendra tout à l'heure. Mais au niveau global, c'est aussi un peu vrai en Europe malheureusement, ce qu'on constate depuis quelques années, c'est un retour vers la centralisation, vers le centralisme étatique qui ne facilite pas l'engagement des collectivités territoriales. Parce que finalement, elles sont considérées de plus en plus comme des supplétifs de l'action de l'État. Et c'est vrai, excusez-moi de le dire, monsieur l'ambassadeur, c'est vrai aussi de la France, par exemple, où on voit bien que très souvent, quand on met en place des politiques publiques, quand on met en place des procédures, on demande aux collectivités de suivre,
mais on ne prend pas en considération leurs souhaits, leurs propositions. Et en Europe, précisément, c'est une des demandes que nous avons, c'est de veiller à ce qu'on prenne en compte la réalité du terrain. Et donc, ce n'est pas forcément une décision bruxelloise qui s'applique sur tous les territoires de la même manière. Et dans les programmes qui sont en cours, que ce soit le Just Transition Fund ou le Green Deal, nous, ce qu'on souhaite, c'est que soit pris en compte la réalité des terrains. On peut pas comparer la situation d'une ville comme Copenhague avec la situation d'une ville comme Bucarest, par exemple, pour tout un tas de raisons. Donc, il faut avoir cette adaptabilité, cette lecture différenciée, ce qui ne veut pas dire que l'ambition ne doit pas être la même. L'ambition doit même être sans doute encore plus forte à Bucarest, parce qu'il y a beaucoup plus de retard qu'à Copenhague. Mais justement, il faut accompagner ça, et il faut l'accompagner à la fois par une prise en compte des différences et par un engagement plus fort en termes de soutien financier et d'invention d'instruments d'accompagnement des villes. Et là, je voudrais dire, comme Gilles tout à l'heure, il faut que nous nous appuyions sur la situation dans laquelle on est aujourd'hui, de plan de relance. Et là-dessus, je crois que le compte n'y est pas vraiment en Europe. Et si on ne s'appuie pas sur la relance pour accélérer la transition, à mon avis, on passe à côté d'une chance énorme. Alors, c'est un peu bizarre de parler de chance quand on parle d'une pandémie qui, quand même, est très dramatique, mais ça doit nous donner l'occasion de repenser complètement nos modes de développement, nos modes de fonctionnement. Et là-dessus, malheureusement, quand on regarde dans le détail les plans de relance nationaux qui ont été proposés, on est un peu trop, à mon avis, dans le retour à meilleure fortune, quoi, hein. Donc il faut faire attention. Et puis, deuxième chose, c'est, je crois que tout à l'heure, quelqu'un l'a dit aussi, il faut absolument qu'on passe de l'engagement à l'action. Et c'est vrai que, bon, Bernard te disait, ça fait longtemps qu'on suit ces COP. On a toujours tendance à vouloir faire beaucoup d'annonces, et c'est important, évidemment, l'engagement des annonces, c'est important, mais il faut que ces engagements et ces annonces, elles soient suivies d'actions concrètes et de plans d'action concrètes, et là-dessus, c'est un sujet qui est important. Alors nous, on a quand même eu une satisfaction dans cette COP, c'est l'inscription dans le préambule de l'accord de Glasgow de la recherche d'une action collaborative et multiniveau dans laquelle, évidemment, on s'inscrit, et c'est là-dessus qu'on veut s'appuyer pour préparer justement la suite de Glasgow, pour préparer la prochaine COP et voir comment cet engagement vers plus de collaboration à multiniveau peut s'inscrire dans les faits. Et là-dessus, évidemment, on compte sur l'Union européenne et sur les Européens et sur la France en particulier pour que ce soit effectivement quelque chose d'effectif. Alors, sur l'action climatique, la citoyenneté, la justice climat et le social, c'est compliqué parce qu'effectivement, les maires sont en première ligne face aux citoyens quand il s'agit de prendre en compte aussi la difficulté pour les citoyens de s'engager dans des démarches de transition. On l'a vu, on le voit régulièrement. Quand il y a un projet de construction d'éoliennes, par exemple, on a très souvent dans la foulée un comité de mobilisation contre l'implantation des éoliennes. Alors, je prends les éoliennes, je pourrais prendre beaucoup d'autres sujets, mais c'est vrai aussi quand on installe un centre de recyclage ou autre. Et ça, c'est évidemment une complexité pour les élus locaux, mais là-dessus aussi, je crois qu'il y a besoin à la fois d'expliquer, de pédagogie, et puis de soutien de la part des États et de la part aussi de la communauté citoyenne
pour dire que, bah oui, la transition, ça implique des changements, ça implique des changements de vie, de relations avec le territoire, avec l'environnement, et il faut qu'on en prenne tous notre part. Mais une fois qu'en général ces changements sont réalisés, les citoyens finalement finissent par les accepter de façon assez plus facile, on va dire. Parce que moi, je pense par exemple au développement des piétonisations dans les centres-villes. On a vu à Paris ce que ça a donné comme réaction, mais on l'a vu aussi à Bruxelles, puisque Bruxelles a, je crois, aujourd'hui le plus grand plateau piétonnier d'Europe. Et ça a valu sa place au maire qui, bon, pour une autre raison, a été poussé à la démission. Mais aujourd'hui, tous les Bruxellois sont très contents d'avoir le plus grand plateau piétonnier du monde et ça fonctionne très bien. Et c'est pareil pour le développement du cyclisme ou des bandes cyclables. Il y a toujours un moment de difficulté, mais il faut accompagner tout ça. Il faut accompagner aussi socialement la transition. Et là-dessus, ça va faire le lien avec ce que je disais tout à l'heure sur l'accompagnement des gouvernements locaux et régionaux. La transition énergétique passe par la rénovation énergétique des bâtiments publics et des logements sociaux, notamment. Et là-dessus, il y a vraiment besoin d'un accompagnement financier parce que les communes et les régions n'auront pas les moyens de faire sans qu'on trouve des outils financiers avec la Banque européenne d'investissement pour accompagner cette transition-là et pour faire en sorte que pour les locataires des logements sociaux, par exemple, ce soit évidemment à coût neutre et pour les petits propriétaires de logements, que ce soit évidemment à coût neutre pour qu'ils accompagnent cette transition. Voilà ce que je peux dire, parce que j'ai vu que tu m'as fait signe, alors je m'arrête. Voilà, oui, parce qu'on essaye de donner de la place et de rester dans le timing. Oui, d'autant plus que je vais rebondir sur ce que tu disais pour poser une question peut-être à l'ambassadeur sur la présidence française de l'Union européenne, puisqu'on était là avec toi dans une dimension européenne. Peut-être juste en quelques mots, quel est l'agenda, s'il est possible d'en parler aujourd'hui, hein, peut-être qu'il y a encore des choses à caler, mais ces questions qu'on aborde, est-ce qu'elles seront à l'agenda de la présidence française ? En effet, ce n'est pas à moi de révéler les priorités de la présidence française, mais enfin, en matière climatique, une chose est claire, c'est qu'on va travailler d'arrache-pied sur le Fit for 55. Ça sera le gros morceau en matière climatique de la présidence pour faire avancer cet arsenal législatif proposé par la Commission le 14 juillet dernier, avec notamment le renforcement du marché carbone européen, le renforcement et les nouveaux objectifs du partage de l'effort, et évidemment le MACF, le fameux mécanisme d'ajustement carbone aux frontières qui a déjà fait coller beaucoup d'encre et créer des inquiétudes de nos partenaires pour lesquels nous sommes absolument déterminés à avancer le plus vite possible. Merci. Juste, je pense que Ronan l'aurait dit comme moi, on est sortis tous les deux de la COP 21 avec un immense progrès. C'est que la France n'est pas mis le paquet sur l'action des acteurs non étatiques. Alors même que ça avait été écrit pour une fois, et Dieu sait qu'on a, comme on dit, mouillé la chemise avec tous vos collègues de l'époque, commencer par Laurence Tubiana et l'ensemble. Et peut-être que c'est encore l'occasion que la France montre qu'elle est décidée à aider, surtout qu'on l'a évoqué tout à l'heure déjà, de propos d'Antonio Guterres, et cette volonté non seulement qu'il y ait des engagements, mais qu'on les teste, qu'on regarde comment ça peut participer au NDC. C'est un peu une requête. Si la France pouvait être à la relance de cette intégration à tous égards, dans les engagements, dans les NDCs, dans l'évaluation, dans les financements, franchement, ça serait quand même très, très bien. Voilà, mais en tout cas, merci. Et puis, on reste évidemment, on aura bien sûr... Juste un petit mot, Bernard, parce que c'est important de le mentionner. En dehors de l'Europe, évidemment, enfin, mais aussi en Europe d'ailleurs, ce qui est important de prendre en compte, c'est que la transition vers la transition écologique doit mener à un monde où il fait mieux vivre pour tous. Et je pense notamment aux groupes vulnérables. Je pense aux femmes en Afrique, je pense aux enfants, je pense à la jeunesse.
Et ça, c'est un élément qui est très important à prendre en compte pour nous aussi au niveau local. Hein. C'est donner plus de confort aux populations et leur garantir un accès égal à l'énergie, à tout un tas de services auxquels, pour l'instant, elles n'ont pas accès, à l'eau, à l'assainissement, etc. Voilà. Merci. Tu fais presque mon job, Frédéric. Puisque l'intervenant précédent… Non, mais c'est très bien, ça prouve que je pense qu'on est très en phase. Je vais passer maintenant la parole à Anne Barr, qui s'est présentée tout à l'heure, qui était également aussi une membre très active, même si elle n'est pas française de résidence. Elle est en Allemagne, mais précisément, on arrive à travailler tous au niveau européen, comme toi à Bruxelles. Elle est très active et donc elle est porteuse de ce message que tu viens d'avoir sur les populations en général, et notamment une catégorie très importante d'acteurs qui sont les femmes, et de ce décalage qu'on reçoit parfois. Moi, je prendrais juste un témoignage qui est vraiment, qui ne m'a pas frappé, enfin, qui ne m'a pas surpris. C'est le moment des Gilets jaunes. J'ai été très présent parce qu'il se trouve que j'étais dans un département où ça explosait. 70% des gens étaient des femmes. Et ces femmes-là, elles étaient directement confrontées à la question de demain matin, cette augmentation du prix de l'essence, je ne sais pas la couvrir parce que je dois travailler, je fais des petits boulots, je me balade, je suis infirmière, voilà, même en France, même si on peut parler aussi de… Mais il y avait là une différence très, très intéressante, hein, très, très significative, et évidemment avec après des gens qui disaient « mais moi je n'ai rien contre ». Sauf que vous ne me donnez pas les moyens de faire face à cette transition, à cette nécessaire transition. Et c'était, je crois, extrêmement significatif. Alors, Anne, tu regardes ça de point de vue plus global, mais je pense que c'est vraiment une question majeure. On le voit dans le bilan, comment on peut éviter que la nécessaire transition énergétique, elle se fasse au détriment de certaines populations, et au contraire, comme vient de le dire Frédéric, que ça soit plutôt favorable. Oui, merci beaucoup. Merci Bernard. Je suis très heureuse de pouvoir participer à cette table ronde, à la fois en tant que membre de Climate Change et également représentante de la constituante Femmes et Genre, donc groupe observateur de la Convention climatique qui représente les femmes et les minorités de genre, et donc coordinatrice du plaidoyer genre et climat pour WECF, une des ONG fondatrices de cette constituante. Alors effectivement, pour nous, le bilan de cette COP, je dois le dire pour la constituante, reste quand même une grande déception du fait que même si les États disent avoir pris la mesure de l'urgence climatique, les engagements réels ne sont pas encore à la mesure de nos besoins, et notamment sur le rythme de l'action. Et c'est là que nous voyons ce décalage très fort. Ce que nous demandons, ce n'est pas uniquement le net zero, mais le real zero, c'est-à-dire des vraies solutions et des solutions qui se construisent sur le terrain avec les citoyens et les citoyennes. Pour cela, il est vraiment essentiel que l'action climatique se dise solidaire. Solidaire des pays les plus impactés, solidaire des populations les plus impactés, et à l'intérieur de ces populations, les groupes plus vulnérables, vulnérables non pas par leurs caractéristiques physiques, mais bien, je dirais, par leurs droits ou les inégalités de droits. Et j'ai été heureuse d'entendre qu'effectivement, la politique climatique et l'action climatique, c'est aussi et c'est avant tout une question de droits humains. Pour nous, dans cette COP, effectivement, on a manqué une opportunité d'avoir de réels engagements et des mécanismes fonctionnels sur l'adaptation et sur les pertes et dommages. Sur l'adaptation, certes, beaucoup d'annonces, mais on voit que ce n'est pas un doublement des financements sur l'adaptation dont on a besoin, plutôt une multiplication par 5 et immédiatement. Donc, effectivement, on a encore à avancer beaucoup plus vite dans ce domaine-là. Et les femmes sont des actrices de l'adaptation et de la résilience climatique extrêmement importantes.
ce sont elles qui restent sur les territoires, qui restent dans, je dirais, les écosystèmes les plus endommagés, avec en charge leur famille, alors que les hommes souvent sont obligés de migrer, mais qui n'ont pas les moyens, ni politiques, ni à travers l'accès aux ressources, ni à travers l'accès au financement, pour mettre en œuvre les solutions qu'elles ont imaginées ou qu'elles sont en train d'essayer de mettre en œuvre. Donc pour l'adaptation, je pense qu'on a besoin de remettre en lien les ambitions, les mots et les actes, et être beaucoup plus en phase avec les réalités du terrain, effectivement, comme on l'a déjà entendu. Pour ce qui est des pertes et dommages, eh bien, on attendait une facilité financière, et là aussi, il est dommage que cette opportunité n'ait pas été saisie, parce que finalement, pour la transition juste dont on parle, on a vraiment besoin de mettre en place des mécanismes qui fonctionnent, et on a également besoin de prendre vraiment toute la conscience et toute la dimension, toute la réalité des inégalités qui sont présentes sur le terrain et qui sont exacerbées par le changement climatique. Alors, je prendrai quelques exemples puisqu'on est dans une présentation d'un bilan sectoriel et il y a de nombreux secteurs dans lesquels ces inégalités sont présentes, mais sont souvent méconnues. Par exemple, dans le monde du transport, eh bien, le fait que bien souvent il y ait un accès inégalitaire au transport coûte aux femmes un déficit d'accès au marché du travail d'environ 16,5% à l'échelle globale. C'est un calcul qui a été fait par la Banque mondiale et donc c'est quand même un chiffre qui nous paraît tout à fait prégnant et vraiment important à prendre en compte parce que ça doit conditionner les mesures politiques qu'on met en place pour avoir une transition juste dans le secteur des transports. Sur l'énergie, et Bernard, merci de m'avoir posé cette question, effectivement, nous sommes heureux de voir que la transition énergétique et les investissements dans les énergies renouvelables sont en route, s'accélèrent. Bon, ce sont encore des domaines et des secteurs dans lesquels les femmes, à l'échelle globale, ne représentent que 25% des salariés. Dans le domaine de l'éolien, par exemple, les femmes représentent 8% des salariés. Donc là, on voit encore des manques d'opportunités criantes et des manques de chances et d'accès pour les femmes dans ce secteur-là. Et pourtant, c'est dommage parce qu'il y a une opportunité énorme dans la transition énergétique, dans l'ensemble des pays en voie de développement notamment, sur le soutien à l'entrepreneuriat féminin en charge notamment de la sécurité alimentaire, la production et la transformation alimentaire. Or, force est de constater, à l'échelle nationale comme à l'échelle locale, qu'on a très peu de programmes qui visent précisément le soutien financier, le soutien politique à la transition énergétique dans le secteur de l'alimentaire et en particulier pour l'entrepreneuriat féminin parce que majoritairement ce sont des micro-entreprises féminines qui sont en charge de cette production alimentaire. Oui, juste, enfin, c'est pas pour te couper, enfin, on se connaît bien, on se parle souvent, on est souvent en Afrique ensemble. Moi, je dirais, c'est un verre à moitié vide, enfin, est-ce qu'il est à moitié vide et à moitié plein? Et puis, si ce n'est pas le cas, vous pouvez le dire. J'ai parfois l'impression qu'il y a des choses qui bougent dans le bon sens. Quand je t'entends, quand j'entends tes collègues, vous êtes quand même très négatifs, mais pas au sens pessimiste, mais au sens simplement de constatation. Quelle est vraiment ton appréciation? Est-ce que, je dirais, au cours des dernières années, ça a plutôt comme un peu bougé? Ou est-ce qu'au fond, finalement, on est encore extrêmement loin de ce qui est souhaitable? Je pense que sur ce qui est d'une égalité de genre dans l'action climatique ou d'une action climatique qu'on puisse qualifier de justice climatique, on est malheureusement dans le réel encore très loin de là où on doit être. Si on regarde ne serait-ce que l'investissement des pays de l'OCDE,
donc les financements publics à l'action climatique, les projets qui sont financés et qui visent comme objectif principal l'égalité de genre, action climatique, hein, mais ayant comme objet principal l'égalité de genre, on est toujours autour de 1%. Donc, c'est extrêmement faible. Si on prend la finance publique beaucoup plus globale, c'est-à-dire incluant également les financements privés, on est à 0,01%. Donc, on a encore vraiment un énorme pas à franchir. Et c'est une question de droits humains, bien sûr. C'est une question aussi d'efficience de nos politiques. Il y a tellement d'opportunités, malheureusement, qui sont manquées du fait qu'on n'est pas suffisamment mesuré ces inégalités, comment elles impactent les populations, et également trop d'opportunités manquées d'investissement, je dirais qu'ils ne sont pas nécessairement des coûts supplémentaires, mais simplement de savoir diriger l'argent d'une meilleure manière. Voilà, ça, je pense que c'est vraiment ce dont on doit prendre conscience aujourd'hui. Et effectivement, l'action climatique ne peut se faire qu'en ayant tout le monde autour de la table, tous les citoyens, également toutes les citoyennes, toutes les minorités qui aujourd'hui ont moins d'accès, moins de droits. Et ça, il me semble que la COP26 n'a pas encore réellement permis cette avancée-là, même si on voit certaines pistes qui sont très intéressantes. Et j'aimerais mentionner à ce sujet-là ce que notre constituante met en valeur depuis 5 ans maintenant, donc depuis la COP21. Ce sont les solutions genre et climat. Donc ce sont des solutions qui sont mises en œuvre sur le terrain et que nous essayons de valoriser à travers un prix. Mais non seulement un prix, aussi tout un accompagnement pour permettre à ces femmes, ces hommes, certaines des solutions sont menées également par, je dirais, des organisations mixtes, mais qui œuvrent pour les droits des femmes et l'égalité de genre. Et cet accompagnement, il vise vraiment à permettre à ces organisations de comprendre les mécanismes de la Convention climatique et de comprendre comment mieux orienter leurs demandes et avoir accès à ces financements. Mais je pense que c'est également de la part des bailleurs et de la part des élus politiques, il y a un effort à faire pour comprendre comment réajuster les politiques et les financements de façon à se mettre à la mesure et à l'échelle de ces acteurs non étatiques. Merci beaucoup, Anne. Bravo à ceux qui ont monté la table ronde parce que c'est une excellente transition avec ce que nous allons demander maintenant à M. Hérault Elio. Je vous salue, voilà, puisque vous êtes très largement en charge de ces questions d'inclusion, de mobilisation de la société civile. L'Europe a lancé l'European Climate Pact, qui a précisément, semble-t-il, cette vocation. Donc, notre question, elle est assez simple, hein. Vous avez entendu plein de demandes. J'espère qu'elles ne sont pas trop lourdes, mais vous le sentez bien, hein, il y a une volonté de gens comme ceux, dans la diversité de ce que vous venez d'entendre, des collectivités, des entreprises, d'une constituency spécifique, d'être entendus, d'être portés, et j'ai l'impression que l'Europe essaye d'y répondre. Alors, comment vous voyez les choses et qu'est-ce que vous pouvez nous dire de positif dans cette logique, mais aussi en montrer les limites, parce qu'il vaut mieux se parler franchement. Merci en tout cas. Merci beaucoup, M. Soulages et chez Dantec, l'ambassadeur, co-speakers. Donc, bon après-midi aussi de Bruxelles. Oui, en fait, vous avez là posé quelques questions en fait, sur une vaste, je dirais, liste des activités qui sont plutôt bottom-up, en fait, aussi promues par la Commission européenne. Donc, en fait, ça fait partie de cette logique de travailler top-down avec la législation et puis encourager bottom-up avec justement les parties prenantes, les villes, les sociétés, etc. Donc, c'est la logique qui nous a effectivement donc motivés à encourager avec le pacte de mai, Convention de mer. Et merci beaucoup. En fait, c'était intéressant de lire dans le rapport
vos commentaires sur cette initiative qui est quelque part le doyen de toutes les initiatives bottom-up de la Commission. Et là, je crois que ce qu'on voit aussi dans votre rapport, que le rôle clé des municipalités, surtout, est toujours aussi important pour cette transition. Et on voit aussi que le pacte de maire a très confortablement atteint ses objectifs pour 2020 et donné en fait une sorte d'impulse pour plusieurs autres initiatives bottom-up, comme par exemple maintenant, la semaine passée, c'était la mission pour les 100 villes carbon neutral and smart, donc 100 carbon neutral and smart cities. C'était une des dernières initiatives de ce type-là. Mais aussi, effectivement, le European Climate Pact, je crois que ça s'appelle Européen climatique en français, je pense. Et là, effectivement, on parle justement des citoyens, des sociétés et aussi toutes sortes de parties prenantes grassroots, soi-disant. Et en fait, la logique de la commission actuelle, donc, c'était juste de donner aux ces groupes, ces communautés et citoyens, donc une sorte de cadre de coopération où vraiment s'engager dans la transition énergétique et concrètement. Et en fait, faisant cela, donc la Commission essaie de donner des outils très pratiques aussi, d'exemples, comment organiser une conférence sur les questions climatiques, par exemple, ou comment calculer les effets de nos actions quotidiennes sur le climat, par exemple. Donc, on essaye de donner ce genre des outils afin que tout le monde puisse participer à cette transition. Et c'est assez logique pourquoi on le fait. Donc, ce n'est pas juste qu'on aime tout le monde, que c'est une sorte de principe général. C'est ça, bien évidemment, mais c'est aussi une nécessité parce que les enjeux sont tels que maintenant, on ne peut pas juste travailler sur base des actions top-down ou des gouvernements pour arriver à ce qui est le carbon neutrality. Donc, c'est impossible sans avoir tout le monde à bord. Et donc, si on regarde généralement en ville d'abord, donc, je vois une sorte de règle de 3/4 pour nous. Donc, on voit que 3/4 des émissions CO2 proviennent de villes. Et puis, on sait qu'à peu près 3/4 de la législation est mise en œuvre dans les villes. Et à peu près, peut-être un peu plus de 3/4 de PIB est créé aussi dans les villes en Europe. Donc, quand on regarde ceci, c'est logique qu'il faut engager les villes, non seulement dans la mise en œuvre, mais aussi dans le policy shaping. En fait, c'est ça ce qu'on est en train de faire. Et donc, tout ça, pourquoi, comment capitaliser à ces résultats, comme c'était la question. Donc, ces résultats, en fait, aident à mobiliser le soutien populaire et à engager les citoyens actifs directement à la transition. Et comme ça, aussi rendre la transition juste, ce qui est la just transition, question très importante. Et puis, ces initiatives ils nous offrent une sorte des canaux de canaux de communication, par exemple, de consultation, de brainstorming, où on peut discuter les besoins des villes, des besoins des citoyens, les écoles et l'autre communauté. Et en fait, c'est ce qu'on est en train de faire déjà. Donc, par exemple, dans le pacte de maire, qu'est-ce qu'on fait? Nos commissaires, ils rencontrent les maires dans le Board of Administration, en fait, le board de pacte de maire, et on discute des idées en fait très concrètes sur la qualité d'air, sur les problèmes de transport urbain, par exemple. Et c'est un brainstorming informel qui nous aide à mieux développer des réglementations et tout ça. Donc, c'est un feedback direct. Et puis, il y a aussi, on trouve des exemples concrets
qu'on peut utiliser pour accélérer les travaux du Conseil et du Parlement européen. Par exemple, maintenant, quand le travail est en cours avec le Fit for 55, comme disait monsieur l'ambassadeur, donc là, ces exemples concrets nous aident à montrer que, en fait, telle ou telle action est faisable. Donc, ce n'est pas une utopie ou quelque chose comme ça. C'est déjà fait dans une ville telle ou telle. Donc, c'est très important pour ça. Aussi pour faire un scale-up des activités en Europe. Et puis, donc, deux petites choses encore. Donc, il y a une possibilité de tester des solutions au niveau local en utilisant ces initiatives et les contacts là. Et par exemple, celui qui est actuellement le Renovation Wave, en fait, fait partie de la politique de rénovation des bâtiments. Donc, là, de nouveau, par exemple, le pacte de mer est très étroitement impliqué. C'est la même chose pour les travaux sur la précarité énergétique. On discute les marchés publics verts, autoconsommation, beaucoup d'actions très concrètes qu'on arrive à tester et puis accélérer aussi avec ces initiatives. Et une dernière chose, alors, je vois avec le pacte de mer, avec aussi European Climate Pact et les autres, ce sont des initiatives qui peuvent créer des structures un peu plus permanentes et indépendantes du mandat de la Commission. Donc, la Commission travaille sur le mandat de 5 ans, comme vous le savez. La transition énergétique doit continuer pendant beaucoup plus que 5 ans. Et il faut une sorte de stabilité de plan, crédibilité, stabilité, surtout pour les sociétés, par exemple. Et donc, ces initiatives, ils continuent malgré des changements à l'intérieur de la Commission ou les priorités. Donc, c'est un atout supplémentaire, je dirais, à ceci. Voilà. Merci. Juste une question pour prolonger précisément votre dernier point. Bon, il y a le pacte des mers qui est une structure qui effectivement est déjà permanente. Celle-là, elle va au-delà du mandat de 5 ans, ou de 7 ans selon que. Enfin, il y a les programmations et puis il y a les mandats de commission. Oui, tout à fait. Ça peut être les deux. Hein, les deux, d'ailleurs, c'est un peu compliqué. J'ai moi-même géré des fonds européens pendant 10 ans. Toujours un peu compliqué parce qu'il y a une période de latence quand on change de commission. Si on est au milieu d'une période budgétaire, bon, mais enfin, ça, c'est de la cuisine. Ce n'est pas nous qui le résolvons. Mais par contre, sur ce que vous évoquiez là, qu'est-ce que vous pouvez être un peu plus précis sur ce qui pourrait se faire, comment on pourrait prendre en compte au-delà des collectivités, d'autres constituencies, enfin de la société civile, donc quelque chose qui serait un peu plus permanent. Est-ce que vous avez déjà des idées sur ce que ça pourrait être? En fait, ce pacte, donc European Climate Pact, certainement. Là, il y a un soutien direct de Ursula von der Leyen, notre présidente. Donc, c'est elle qui est derrière cette initiative. Donc, c'est elle qui l'a lancée. Donc, là, vous pouvez compter sur quelque chose qui est bien plus permanent, devient permanent. Maintenant, c'est encore une initiative jeune. Et en fait, ce que nous essayons de faire aussi, c'est le connecter, intégrer avec, par exemple, le pacte de mer, de créer des collaborations, parce qu'il y a, par exemple, des pactes climatiques locaux. Je sais qu'à Val-de-Loire, par exemple, en France, il y en a, et aussi d'autres endroits en Europe. Donc, c'est ce genre d'activités locaux au niveau citoyen, en fait, il avance mieux s'il reçoit le soutien de la ville, des autorités de la ville. Et comme ça, c'est ce qu'on fait actuellement avec les collègues, une sorte de intégration des initiatives avec le European Climate Pact. Et c'est là, je crois que c'est l'activité ou bien l'initiative le plus important pour le niveau de, donc, comment dire, donc plus local encore que la ville.
Oui, Si j'ai répondu aux questions, peut-être pas, mais… Si, mais simplement, juste un mot personnel. J'habite, enfin, comme j'habite chez moi, je voyage beaucoup, mais j'habite à Grenoble, donc qui est capitale verte de l'Europe cette année. Et précisément, quand vous évoquez un pacte local, là, il existe déjà, il va à cette occasion. Mais ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas que des élus, loin de là. Il y a beaucoup d'autres représentants de la société civile. Parce que les élus, j'ai été moi-même élu de cette ville, oui, on peut donner des impulsions, mais le reste, ça passe par les entreprises, ça passe par les commerçants, ça passe par les citoyens. Et donc, il faut effectivement avoir tout ça au plan local. Et puis, juste, ça sera mon dernier mot sur le fond, je ne sais pas si l'ambassadeur est encore là, mais précisément, ça pourrait être un bon moyen de lier ce que je lui disais tout à l'heure sur la présidence française de l'Union européenne et ce que vous venez de dire. La France pourrait essayer pendant les 6 mois de construire un peu cette architecture d'une représentation un peu permanente dans le European Climate Pact de l'ensemble de ce que nous sommes. Je dirais nous, parce que ça représente tous les gens qui sont là. Si je me permets de juste ajouter, en fait, vous avez dit là une chose importante que j'avais oubliée, j'avais même écrit. L'exemple de Grenoble est très bon. Il y a un autre, par exemple, à Louvain ou Leuven en Belgique. Effectivement, donc là où ça marche le mieux, c'est quand au niveau de ville, il y a une sorte de réseau qui engage tous les parties prenantes. Et Quadruple Helix, et donc les villes, les ONG, les citoyens et les sociétés. Et quand cela est créé sur base indépendante, donc détaché de la maire, les élus, ça commence à fonctionner. Et c'est le Leuven 2030 qui est un bel exemple de ceci. Et j'ai entendu qu'effectivement, Grenoble est très avancé. Et je crois qu'à Nantes, il y a aussi quelque chose. À Helsinki, voilà. Il y a certaines… voilà. Donc, il y a des modèles différents. Mais ça doit être holistique, comme on dit. Et là, c'est une question de gouvernance. Merci beaucoup. Eh bien, on en a terminé avec cette table ronde. Je vous remercie vraiment tous. Je dois excuser Michel Saban, qui était notre dernière intervenante. Elle a eu cet après-midi une chimiothérapie. Elle m'a autorisé à vous le dire. On lui transmet, je crois qu'elle nous écoute. On lui transmet tous nos voeux. Elle était très fatiguée. Elle a espéré, parce que ceux qui connaissent Michel savent que c'est une battante exceptionnelle. Donc, elle a espéré le jour d'une chimiothérapie d'être avec nous, mais elle était trop fatiguée. On lui souhaite très vite et on sait qu'elle reviendra avec nous. Donc, Michel, si tu nous entends, on t'embrasse tous et on espère que tu reviens parmi nous. Du coup, nous avons donc fini cette table ronde. Avant de passer la parole pour la conclusion à Ronan, je voudrais vous rappeler à tous que vous avez à disposition alors un supplément du journal Alter Echo qui est sur le web, peut-être. Je demande à peut-être Antoine d'en dire un mot. Oui, on salue nos partenaires d'Alternative économique avec qui nous publions cette semaine un cahier spécial à l'intérieur du numéro de décembre qui est dédié donc à l'action climat depuis le Covid jusqu'à la COP26 et au-delà, avec donc des articles qui reprennent les analyses de fond du bilan que nous vous présentons aujourd'hui, ainsi qu'une interview de Ronan Dantec, toujours très important, pour réagir sur les résultats de la COP26. Donc on vous invite à vous courir en kiosque et vous procurer un exemplaire et évidemment à consulter le bilan qui est sorti en ligne ce matin, son résumé aux décideurs pour ceux qui auraient un petit peu moins de temps dans la lecture. Et puis pour conclure, je vous invite à nous suivre tout au long de la semaine à l'occasion d'une série de webinaires que nous organisons sur des discussions beaucoup plus thématiques, beaucoup plus ciblées à partir des enseignements que nous vous avons présentés. Mercredi 1er décembre de 11h à 12h30, nous parlerons des outils pour accélérer la décarbonation du mix électrique et l'électrification des usages. Là encore, nous rassemblerons un panel d'intervenants de très grande qualité. Je les remercie d'avance de nous avoir fait l'amitié de nous rejoindre à cette occasion. Le 1er décembre, toujours, de 15h à 16h30, nous parlons résilience, approvisionnement, investissement. Les grandes entreprises sont-elles en situation de donner le tempo de la transition? Puis, le lendemain, jeudi, à nouveau 2 webinaires. Le matin, donc toujours 11h, 12h30, sur la capture du carbone, hydrogène. Les technologies de rupture sont-elles bientôt arrivées à l'âge de la maturité? Samuel l'a rappelé, nous recevrons à cette occasion des industriels et des acteurs des secteurs pour en discuter. Et puis enfin, jeudi toujours,
de 15h à 16h30. La territorialisation de l'action climat est-elle en train de porter ses fruits avec des acteurs des territoires issus d'Europe et du continent africain. Nous nous retrouvons également vendredi, et j'en finirai là, à l'occasion du sommet virtuel pour le climat, organisé notamment par l'ADEME, que nous saluons car ils comptent parmi nos partenaires les plus fidèles depuis plusieurs années. Nous organisons à 9h, durant 1h30 avec Samuel, un événement pour discuter des enseignements de ce bilan avec notamment les contributeurs, les auteurs qui ont participé à la rédaction de ce rapport. Je ne les nommerai pas parce qu'ils sont nombreux, mais vraiment nous pensons à vous car ce rapport c'est aussi le vôtre. Et je rappelle que c'est une œuvre collective qui mobilise des expertises de toute la communauté climat, donc n'hésitez pas à faire vos retours sur le rapport, nous envoyer des mails, nous envoyer vos avis, nous envoyer vos remarques et à nous rejoindre à l'occasion de tous les événements que nous organisons cette semaine. Merci. Et donc, la conclusion, comme c'est légitime par le président, et vous avez vu à quel point Nantes et Grenoble sont la main dans la main. Donc, je passe le ballon. Pour moi, il est ovale, pour lui, il est rond, mais je le passe quand même à Ronan. Oui, merci Bernard, merci pour ton animation. Alors, j'insiste quand même, nous n'avions pas demandé à M. Elio, en tant que représentant de la Commission, formellement de citer Nantes. Ça a été spontané de sa part. Et donc, merci pour votre participation à tous. Merci à l'ambassadeur Stéphane Crouza. Moi, ce que je voudrais dire, justement, on a bien senti, monsieur l'ambassadeur, dans la première intervention, la peur qu'on soit trop noir, qu'on tire finalement un bilan trop négatif de cette COP. Et il faut quand même rappeler que si on a créé Climate Change il y a quelques années, c'est justement, c'est un de mes mots favoris, pour lutter contre le climato-fatalisme. L'idée que finalement, on ne pouvait pas y arriver. Et je crois que cette table ronde cet après-midi a donné surtout des voix pour rebondir après une COP dont effectivement le narratif public n'a pas été très positif, mais il faut quand même reconnaître que les contributions telles qu'elles sont aujourd'hui ne permettent pas encore de stabiliser le climat entre 1,5 et 2 degrés, nous le savons, mais qu'on a mis vraiment sur la table de vraies perspectives. Et j'ai bien noté la volonté de la Commission européenne d'insister et de renforcer des cadres de dialogue, la disponibilité de la France dans le cadre de la présidence française et sa priorité sur justement la mise en œuvre, la déclinaison de l'objectif moins 55%, qui est un objectif très ambitieux. Il ne faut pas croire qu'on fait moins 55% d'émissions de gaz à effet de serre en Europe en 10 ans sans des mutations extrêmement fortes. Donc, c'est un vrai challenge pour l'Europe. Et que ce challenge, je crois qu'on l'a dit tout au long de cet après-midi, ne peut pas être atteint sans la mobilisation des entreprises, des villes, de l'ensemble des acteurs de la société civile. Donc, on a une feuille de route devant nous qui, effectivement, et notamment dans les 6 prochains mois, d'avancer sur ce cadre collectif. Ça, je crois que c'est un message important de cet après-midi. L'autre message reste aussi, ça a été beaucoup dit, et notamment par Anne Barr, mais aussi par Frédéric, que si on n'intègre pas l'ensemble des enjeux de développement, la justice sociale en Europe, mais les enjeux de développement à l'échelle mondiale, et là, on peut regretter. Et ça n'est pas la responsabilité de la France qui est plus en avant que d'autres pays là-dessus, que la fameuse promesse de Copenhague des 100 milliards ne soit toujours pas tenue. Et ça a aussi pesé sur la dynamique de la COP, nous le savons tous. Mais là, la France va beaucoup plus loin que d'autres pays, il faut aussi le dire dans ses propres engagements, que donc sans cette question de justice sociale, de développement, de solidarité, on ne peut pas atteindre les objectifs, y compris en intégrant la pandémie, la crise du Covid, assez absente des débats de la COP. À ma grande surprise d'ailleurs, je pensais qu'il y aurait les pays africains notamment feraient plus de liens entre l'effort finalement qu'on leur demande sur le climat et la question de l'accès au vaccin, mais ça a été assez peu présent dans la COP. En tout cas pour nous, et c'est aussi un des fondements de Climate Change depuis sa création, les enjeux de lutte contre le dérèglement climatique et de renforcement des outils du développement, ça reste le même agenda qui était l'agenda aussi évidemment des ODD. Donc en tout cas, merci à tous. Encore merci à Antoine Gillot et Samuel Laval qui seront un jour dans le Guinness Book pour produire en nombre de pages par unité humaine le plus important et surtout l'absorption
ce qu'il faut quand même se dire que c'est 1000 rapports absorbés pour faire la synthèse du rapport annuel. Donc, merci pour tout leur travail et à toute l'équipe de Climate Change. Romain et Eva sont là aussi avec nous. Voilà, on ne serait pas en virtuel, on applaudirait. Il le mérite. Donc, Antoine vous a donné les rendez-vous de la semaine. L'enjeu pour nous maintenant, c'est de faire vivre le rapport. C'est un enjeu. Donc, nous sommes aussi disponibles pour intervenir dans tous les lieux où vous le souhaitez. Nous interviendrons aussi demain matin dans l'événement de la tribune à l'Hôtel de Ville à Paris. Donc, nous sommes à disposition parce que je crois que c'est un rapport de qualité, ça a été dit par d'autres que nous, mais ce rapport doit aussi atteindre ses objectifs en étant le plus largement diffusé et en commençant effectivement par acheter Alter Eco qui doit être en kiosque dans 2 ou 3 jours. Donc, merci à tous, merci aux intervenants qui se sont mobilisés pour être avec nous. Et je crois qu'on a tracé une feuille de route pour les prochains mois, en attendant aussi notre prochain sommet en Afrique qui sera en septembre ou début octobre prochain à Dakar. Et là, on espère que le Covid ne nous mettra pas de nouveau des bâtons dans la roue. Donc, à très bientôt et rendez-vous donc pour les différents événements de cette semaine. Aujourd'hui, c'était une ouverture, pas une conclusion. Et encore, merci Bernard pour ton animation. Et on vous donne rendez-vous donc tout au long de la semaine. Bye bye. Merci. Merci à tous. Merci, bravo. Au revoir. Ah oui.